C'est l'un des sujets de discorde de la campagne présidentielle. On l'a vu avec la polémique sur la clause Molière et cela s'est confirmé lors du premier débat entre les 11 candidats à la présidentielle. Comment lutter contre le dumping social à l'échelle européenne? Quel statut accorder aux travailleurs détachés? Il se trouve qu'au même moment, à Bruxelles et à Strasbourg, une directive est en chantier qui essaie de répondre à ces questions. Ce texte améliore-t-il vraiment les choses? A-t-il une chance d'aboutir? Que penser des appels de certains candidats, à droite comme à gauche, pour abroger de manière plus radicale la directive qui existe déjà? Nous allons poser ces questions à nos deux invités. Elisabeth Morin-Chartier, bonjour, vous êtes eurodéputée Les Républicains et vous êtes la co-rapporteure au Parlement européen de cette fameuse directive en chantier sur les travailleurs détachés. Bonjour. À vos côtés, Serge Pléchaud, vous êtes un syndicaliste de la CGT, vous êtes secrétaire général de la Fédération de la construction, du bois et de l'ameublement. C'était ça. Merci Bonjour. à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. Je voulais qu'on commence avec vous, Elisabeth Morin-Chartier. Il y a une phrase que je vous ai entendu dire à Bruxelles et qui résume apparemment votre état d'esprit concernant cette directive, qui est « Le travailleur détaché n'est pas l'ennemi numéro un ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là pour lancer ce débat? Des travailleurs détachés, en France, nous en avons toujours eu. Et à l'heure de l'Europe et à l'heure de la mondialisation, nous avons besoin de travailleurs détachés. Pourquoi? Parce que il n'y a pas toujours les compétences dont nous avons besoin disponibles au bon moment. Pour qu'on nous comprenne bien, je vais vous donner un exemple. Allons-y. En Savoie, la période de construction, vous le savez bien, vous qui êtes du métier, est extrêmement courte entre l'hiver, la période touristique d'hiver, le ski, et l'été, la période d'été, touristique aussi, le temps de la construction est très très court. Il y a en Savoie 5000 emplois dans le bâtiment. Il y a 400 Français qui travaillent sur ces emplois. Et donc, il faut faire appel à des compétences autres sur une période donnée, en un lieu donné. Voilà un exemple, parmi d'autres, on pourrait en citer d'autres, un exemple très concret qui montre que des travailleurs détachés, on en a besoin. Et puis, ça correspond à une des libertés fondamentales de l'Europe, à travers toute l'Europe, il y a une des 4 libertés intangibles, c'est la libre prestation de services, donc la libre circulation des citoyens et des travailleurs. Alors je rappelle, à peu près pour donner quelques chiffres, il y a à peu près 2 millions de travailleurs détachés à travers l'Europe aujourd'hui. C'est 0,7% seulement de la manœuvre locale, mais c'est un chiffre qui augmente énormément, et notamment dans le secteur du BTP. Vous, Serge Pléchaud, là-dessus, sur le premier, sur la nécessité du statut de travailleur détaché, comment vous vous positionnez? Alors j'interviendrai et je serai d'accord sur la dernière partie de l'intervention de Mme Morin-Chartier, c'est qu'on doit privilégier la liberté de circulation des travailleurs. Ça, c'est indispensable. Par contre, le permettre, mais aussi l'encadrer pour éviter tout dumping social et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est nécessaire. Je peux reprendre un point, parce que c'est vrai ce que vous avez dit sur le 0,7% de travailleurs détachés par rapport à l'ensemble des travailleurs. Mais attention, les statistiques disent parfois des choses très fausses. Il faut les ramener au fait qu'il y a des secteurs qui sont très impactés par le travail détaché, et en particulier le BTP, le transport, l'agriculture. Absolument. Et donc à ce moment-là, les pourcentages sont tout autres. D'accord. Je vous propose, on va revenir sur les enjeux de la directive, les différentes positions que vous avez, ce qui est contenu dans le texte et pourquoi ce texte est difficile à pousser à Bruxelles. Mais avant, on est obligé de s'arrêter un peu sur la polémique des dernières semaines, qu'on a appelée rapidement la clause Molière. Alors, en gros, l'idée, c'est d'imposer la langue française aux ouvriers sur des chantiers qui sont financés par de l'argent public. Alors, il y a eu un mouvement, il y a eu des annonces de plusieurs régions, 6, je crois, une majorité de régions de droite.
également des départements, des villes. Comment vous réagissez, Élisabeth Morin-Chartier, d'abord sur cette histoire de clause Molière? Écoutez, la clause... Est-ce que c'est une bonne manière de lutter? L'idée, c'est quand même ça, c'est de lutter contre les abus de certains du détachement de travailleurs. Oui, à moins qu'avec le faux nez de Tartuffe, ça ne soit simplement pour lutter contre carrément le travailleur détaché et le repousser au-delà des frontières nationales. Comment je réagis? Je réagis, moi, avec des lunettes à double foyer. Je regarde ce qui se passe en France, ici, dans tel secteur, sur le terrain, en Ille-et-Vilaine et ailleurs. Et puis je regarde avec les mêmes lunettes, mais cette fois-ci dans une vision plus globale, ce qui se passe au niveau européen. Et je dis aux inventeurs de la clause Molière, que je connais bien, Qui sont de votre famille politique? qui sont d'une branche cadette de ma famille politique, si je peux m'exprimer ainsi. Qui sont les Républicains, en tout cas. Bon, d'accord. Laurent Wauquiez, à ce que je sache, par exemple. Oui, mais Bon, je vous dirai ce que je pense tout à l'heure. Alors, on revient à notre sujet. Ouais. Est-ce que la clause Molière, c'est une bonne chose? Il y a déjà une obligation dans la loi française qui est d'afficher les consignes de sécurité pour tout le monde, intelligible pour tous les travailleurs sur un chantier. Donc ça, c'est déjà couvert. Qu'est-ce qu'on veut? On veut repousser les travailleurs étrangers. Mais attention, ça signifie qu'un jour, les Espagnols, les Hongrois, les Polonais, les Flamands déjà, vont imposer la même chose aux travailleurs détachés français à l'étranger. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on a pratiquement 300 000 travailleurs détachés étrangers en France, on a quand même pas loin de 180 000 Français détachés en Europe. Ce qui fait que la réponse du berger à la bergère, elle vient bien facilement. Et je ne connais pas beaucoup de Français qui parlent le hongrois, parce que ce jour-là, je ris. Le hongrois est une des langues les plus difficiles d'Europe, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de travailleurs français détachés. Mais il y en a beaucoup en Flandre. Oui. Et là, si les Flamands se mettent à imposer le flamand comme langue de travail, tous les travailleurs du nord de la France, et ils sont nombreux sur les chantiers d'autoroute en particulier, où c'est vraiment la branche où on a beaucoup de travailleurs détachés français, doivent parler flamand, ça va être une vraie difficulté. Donc un peu de mesure dans tout cela, et n'allons pas chercher des biais pour repousser les travailleurs détachés. Je vous passe la parole. Vous avez passé des coups de fil à Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, pour leur expliquer tout ça ou je l'ai écrit même au candidat de mon propre parti, François Fillon. Tous les auteurs de clause Molière se connaissent très très bien ma position en tant que rapporteur. Et je peux vous dire que sur ce point-là, je ne lâcherai rien. Serge Pléchaud, sur la position de la CGT là-dessus? La clause Molière, moi, je n'ai pas utilisé le mot de tartufferie, mais celle du malade imaginaire, parce que j'ai eu un échange avec le secrétaire, le président de la Fédération française du bâtiment, M. Chanu, à ce sujet, puisque lui défendait la clause Molière dans le sens où elle était bonne pour assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers. Oui, c'est l'argument officiel, ça. Hein, C'est l'argument officiel. Mais Mme Morin-Chartier l'a rappelé, dans la directive, c'est introduit déjà, et dans le Code du travail français, article L 4532-10, dit que lorsqu'un salarié détaché vient sur le territoire français, les règles de sécurité du chantier doivent être affichées dans sa langue du pays d'origine. Donc, imaginons des chantiers comme par exemple le chantier du Palais de justice de Paris, où il y a plusieurs centaines de travailleurs, plusieurs dizaines de nationalités, et pas que des détachés, puisqu'on y a vu des Sri Lankais, des Cap-Verdiens, donc on ne peut pas dire que ce sont des salariés détachés, communautaires, et là, s'il fallait effectivement afficher les règles de sécurité dans leur pays d'origine, il n'y aurait pas peut-être assez de périphérique entre Saint-Ouen et La Chapelle pour mettre toutes les langues. Donc c'est une fausse bonne idée. Voilà. On ne réglera pas la sécurité sur les chantiers avec ce modèle-là. Et je voudrais revenir sur une chose. Les Français qu'on dit ou nomme détachés, qui travaillent
sont beaucoup de frontaliers ou beaucoup de gens en mission. Donc la France est le troisième pays à envoyer Oui, le mais plus ce n'est pas les mêmes détachés conditions de en- travail. Moi, les détachés, ceux dont on parle, je les appelle détachés enchaînés. Parce qu'ils sont contraints. Les détachés dans le BTP en BTP, France. ils sont contraints suite à la situation économique et sociale dans leur pays. Ils n'ont plus les moyens de vivre. Ils viennent travailler en France, voilà, pour subvenir aux... Il y a détachés et détachés. Il y a détaché et détaché, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voudrais revenir sur la clause Molière. Oui. Il y a quand même des niveaux de contrôle de cela. Parce que en votant cette clause Molière, il faut se rendre compte que les collectivités qui font ça se mettent hors de la France comme état de droit. Parce que vous venez de le rappeler, c'est dans notre législation nationale. Et la législation nationale, elle s'applique à tout le monde et dans tout l'espace de notre territoire français. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a les préfets qui sont chargés du contrôle de légalité des droits. décisions prises par les collectivités territoriales et locales, qui doivent faire le rappel à l'ordre. Il y a le ministère de l'économie, et je sais que notre ministre de l'économie aujourd'hui a alerté ses services juridiques. Et puis il y a la Cour européenne de justice. Et vous avez au moins 3 niveaux qui peuvent venir ici casser cette marginalisation de collectivités territoriales par rapport à l'état de droit. Et puis, je pense que la période électorale fait aussi que certains candidats, alors je ne les nommerai pas, en soutenant cette clause Molière, veulent récupérer des voix du Front National. Là, il faut être très clair. Je pense que la période est plutôt propice à cela. C'est pour ça qu'en tant que rapporteur de cette directive, je ne change pas de cap selon la période. Je laisse ces messieurs débattre et je pense qu'une fois que les élections passées, on pourra reprendre les questions de fond sérieusement. Alors, on va revenir justement sur cette directive pour bien expliquer à celles qui nous écoutent et nous regardent. Il y a une directive qui date de 1996. Tout par-delà, c'est celle qui encadre et crée le statut des travailleurs détachés. À l'époque, c'est plutôt, si je ne me trompe pas, pour les travailleurs qui viennent d'Espagne, du Portugal et qui vont chercher un emploi en Europe du Nord, en France, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 2004, l'élargissement de l'Europe, l'arrivée des pays d'Europe centrale et orientale, plus pauvres, des inégalités, et là, des différences de salaire énormes, et une directive un peu périmée. Oui. Du coup, la directive dont vous êtes co-rapporteur au Parlement européen, juste pour resituer tout ça, s'inscrit, l'idée c'est de rajeunir, rafraîchir cette directive, parce qu'elle ne marche plus tout à fait. On est d'accord ? On est d'accord, c'est une révision parce que cette directive de 1996, elle correspond à une Europe de 15 États membres, disons autour des pays fondateurs de l'Europe, et les écarts de salaire minimum en 1996 vont de 1 à 3. Aujourd'hui, avec l'élargissement de l'Europe, avec des pays qui ont eu une autre histoire économique, une autre histoire politique, une autre histoire sociale, nous sommes à 27 États membres. On a voté les négociations de Brexit hier au Parlement européen. Et là, les écarts de salaire vont de 1 à 10. Et c'est justement cet écart de salaire qui a augmenté, qui laisse la place au dumping social d'une part et à la concurrence déloyale. Okay. Et dans mon travail, je rectifie et je fais des propositions qui vont corriger cette situation. Ok, on arrive au détail dès là. Juste sur le principe de cette directive, est-ce que vous, parce qu'on voit bien dans le débat français, il y en a qui disent ça ne marchera pas d'améliorer le statut, les abus sont tels, les différences sont telles, les inégalités sont telles, qu'il faut mieux arrêter, jeter ce texte à la poubelle et en finir avec ce statut. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Je suis mesuré. Alors, ça veut dire quoi ? Je le dis clairement, la directive, c'est bien parce que normalement, elle devait encadrer. Ouais. Au départ, elle a été faite pour ça. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a eu ensuite la directive d'exécution de 2014. On va y revenir un peu plus tard. Mais qui, elle, n'a pas été adoptée par certains pays, et on sait bien lesquels, ceux qui sont les plus éloignés en matière sociale et de salaire. Donc, revoir aujourd'hui la base,
je ne vois pas en quoi on va contraindre ceux qui n'ont pas adhéré à celle d'extension, comment on peut les soumettre à respecter encore les règles. Voilà. Alors, ça va être compliqué. Oui, mais vous abordez un autre problème. Oui. Vous dites il faudrait Oui. du coup supprimer la directive. Alors là, je dis casse-cou. Pourquoi? On supprime la directive, vous l'avez dit très bien, M. Pléchaud. La directive, c'est l'encadrement du travail détaché. Si on la supprime, c'est le travail au noir, c'est les Roumains, les Hongrois, les Polonais qui viennent travailler à n'importe quel salaire en France. Et ça n'empêche C'est pas ça. C'est éviter complètement qu'il y ait une régulation et un encadrement. Et là, c'est le développement assuré du populisme à travers toute l'Europe. Et moi, c'est pas ma tasse de thé. Non, mais c'est quand même un point important, c'est-à-dire qu'il y a eu un texte intermédiaire, on va dire, une directive d'application, sans rentrer dans tous les détails, en 2014, adoptée très difficilement et qui renforce officiellement les contrôles de terrain. Vous êtes syndicaliste, vous êtes en contact avec plein de chantiers. Qu'est-ce qui se passe depuis cette directive? Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce que vous diriez que les contrôles sont renforcés, les abus sont moindres? Qu'est-ce que c'est le panorama en ce moment? Alors, les contrôles renforcés, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont plus nombreux. Ce n'est pas vrai. Renforcés, ce n'est pas le cas. Les moyens des inspecteurs du travail ont été amoindris à peau de chagrin. Il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail. Ce qui est totalement l'inverse de l'esprit de la directive de 2014. Exactement. Donc les moyens ne sont pas donnés là pour le contrôle. Oui. Les contrôles ne sont pas opérés les week-ends. Parce que les salariés détachés travaillent beaucoup le samedi et souvent le dimanche. Il n'y a pas de contrôle pendant que c'est... Ouais, d'accord. Ils travaillent de nuit. Et même s'il y a contrôle, et parole d'inspecteur du travail, c'est dire on peut dresser un PV, derrière il n'y a pas de poursuite. Parce que c'est un long travail, fastidieux, sûrement, administrativement et ainsi de suite. Donc, cela n'a rien réglé. Mais donc, votre position, c'est de dire d'abord renforçons les contrôles avant de lancer une nouvelle directive comme ce qui est en train de se faire. Oui, mais ou alors, vous êtes pour la... Attendez. Juste, c'est quoi votre position moi, vous êtes pour cette nouvelle directive ou pas? Disons que je ne peux pas être contre à 100%, mais il faut qu'elle soit respectée. Et pour être respectée, il faut que ça soit contrôlé. Et justement, ça, pour le coup. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le contrôle, il n'est pas fait par l'Europe, il est fait par les États membres. Exactement. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais plus de contrôle, mais fait par les États membres. Ce n'est pas l'Europe qui fait les contrôles. Oui, mais de fait, ça ne marche pas. Non, mais d'autant plus c'est que ça ne marche pas sur le terrain en ce moment. D'autant plus qu'on est incapable d'identifier qui est le salarié détaché. Dans sa genèse de détachement, parce que les documents A1, les entreprises, vous connaissez le document 1, il est renseigné par un employeur qui envoie un salarié détaché dans un pays. On n'a pas de moyens de contrôle, nous, organisation syndicale, on n'a pas accès au chantier. Et puis il y a tous les salariés qui sont, entre guillemets, détachés, mais qui sont du travail au noir, du travail dissimulé, et c'est presque autant que ce qu'on peut identifier comme salarié détaché. Donc voilà, c'est ça. Les contrôles ne sont pas suffisants, ça c'est certain. D'accord. Alors il y a cet aspect contrôle qu'on va essayer de garder en tête pour voir comment ça peut revenir dans le débat. Est-ce que par ailleurs, vous pouvez nous présenter un peu l'esprit de cette directive dont on parle, mais on n'est pas entré dans le détail. Il y avait eu cette formule un peu de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui avait dit « à poste identique, dans un même endroit, salaire identique ». Ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment. En gros, dites-nous un peu les 2-3 avancées que vous défendez fortement et après on va voir comment ça se rapporte au réel. La première avancée que je défends bec et ongle, c'est qu'on sorte de la notion de salaire minimum du pays d'accueil pour le travailleur détaché pour passer à la notion de rémunération. Quelle est la différence entre le salaire minimum et la rémunération? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un travailleur détaché doit être payé au salaire minimum. Il vient de Roumanie, il travaille en France, il doit être payé au salaire minimum français, comme un salarié français. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Je vois d'une part que ce salaire minimum est
on y défalque des frais de logement, des frais De repas. d'hébergement, des frais d'alimentation. Donc, on ne se retrouve plus au salaire minimum français, on se retrouve à un demi-salaire minimum français. Et pendant ce temps-là, le travailleur français dans le bâtiment peut avoir son salaire, au minimum son salaire minimum, plus une prime de risque, une prime de pénibilité, une prime de froid. Enfin, il peut y avoir du plus d'un côté et du moins de l'autre. Et donc, à salaire égal, sur le même lieu de travail, et pour le même travail, eh bien, c'est plus le cas parce que vous avez eu du moins pour le travailleur détaché et peut-être un bonus pour le travailleur national. Okay. Et là, ça y est, l'écart s'est creusé et donc vous êtes parti pour une inégalité entre travailleurs sur le même lieu de travail. Donc vous précisez cette définition-là. Est-ce que ça, là-dessus, vous êtes intéressé, vous prenez, si je peux parler comme ça vous Oui, convainc? mais je vais aller plus loin. Allez-y. Parce que, vous vous rappelez, au tout début, il y a quelques minutes, on a dit, on a fait venir des salariés détachés parce que des fois, on avait des problèmes de compétences sur le terrain pour faire venir des gens. De la Savoie. En Savoie, mais partout. Si on considère qu'il faut amener une compétence parce qu'elle manque, le salaire minimum, ce n'est pas le SMIC, c'est le SMIC plus la qualification. C'est-à-dire que le salaire minimum, il doit être aligné sur une compétence. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se réfèrent effectivement au salaire minimum, au SMIC, ce qui déjà fait un delta, parfois de 20, 30, 40 ou 50%. Par rapport à des travailleurs français qui sont en fait des travailleurs plus français qui sont salaire plus élevé. Mais ils ne sont pas plus qualifiés. Ils ont les mêmes compétences, mais on ne leur reconnaît pas la qualification. Déjà, dans le terme salaire minimum, il y a cet effet. Et ensuite, effectivement, quand on parle des trois thématiques, transport, hébergement, nourriture, elles sont bien souvent incluses dans ce salaire minimum. Et donc, on finit avec des travailleurs qui travaillent à 2,50 € de l'heure aujourd'hui en France. Alors, moi, je veux, alors, dans la révision de ce texte que je suis en train de porter et de défendre, je veux qu'il y ait une sanctuarisation de la rémunération et que cette rémunération ne puisse pas être diminuée de l'hébergement, du logement et des frais de D'accord. bouche. Juste il y a un point que vous portez sur la durée du détachement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos revendications et ensuite on va voir ce qu'il y a dans la directive là-dessus? Alors, aujourd'hui, enfin, dans le texte qui serait proposé, on entend qu'on pourrait porter la durée du détachement à 24 mois. Je ne vois pas, ou je ne conçois pas que le détachement, au moins dans le secteur que je représente ici, construction, bois, ameublement, BTP, enfin ainsi de suite, on peut aller porter à 24 mois. Le temps moyen d'un détaché en France sur nos secteurs, c'est 42 jours. Associé à cela, au-delà de 183 jours, les règles fiscales françaises s'appliquent pour un salarié détaché, c'est-à-dire qu'il paye des impôts sur le territoire en France. Il est soumis à l'impôt sur le revenu. Pourquoi on devrait donner un détachement à 24 mois alors que jusqu'à 6 mois, il ne paye pas d'impôts et les besoins actuels dans une profession qui est effectivement en pénurie d'effectifs, mais pas pour des raisons de formation ou quoi. Hein. On a licencié plus de 80 000 salariés en 4 ans dans le secteur du BTP pour prendre des détachés. Donc, multiplier par 4 une durée qui aujourd'hui n'est pas nécessaire, pour nous, ça devrait se limiter à 6 mois. Là-dessus, est-ce que vous entendez ça? J'entends ça. J'entends tellement ça que moi aussi, je suis allée travailler sur le terrain. Je suis allée voir combien de temps les Hongrois, carleurs, étaient détachés sur des chantiers. Et effectivement, c'est une durée qui va entre 33 et 47 jours dans certains secteurs, parce que les travailleurs détachés, il faut bien comprendre qu'ils viennent sur un segment de chantier. Mais on pourrait imaginer des durées variables selon les secteurs, donc, du coup. Alors, dans la directive, la proposition de la Commission européenne était de 24 mois. Au-delà de 24 mois, par mission,
le travailleur détaché rentre dans la législation du travail du pays d'accueil. Alors, quand vous regardez, en fonction des secteurs professionnels, là, il y a une très grande variation des durées de détachement. Vous avez des entreprises françaises qui, dans certains secteurs, détachent, je l'exemple par exemple de détachés français en Belgique, qui sont détachés pour 3 ans et demi. Je vais même vous dire, dans le secteur de l'audiovisuel, vous avez aussi des correspondants de presse qui sont détachés. Je sais bien. Et puis vous avez aussi des chefs d'orchestre qui sont aussi des travailleurs détachés quand ils vont faire des tournées. C'est pas dans ces secteurs-là qu'il y a des abus. Il y a le dumping social. Oui, mais c'est pas la même catégorie de salariés. Mais je ne dis pas. Il faut que la directive, elle puisse convenir à tout le monde. Et alors finalement, aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est ce qui va être in fine, hein, mais aujourd'hui... Parce qu'on est en plein dans la période des débats, des amendements. On est dans la période des débats avec les différents groupes politiques. Donc, finalement, le Front National propose un jour. Hein, au bout d'un jour, hop, Vous l'écoutez trop, à mon avis. Non, alors, ne me dites pas ça à moi. Je ne l'écoute pas beaucoup. Croyez-moi, je crois que même pas du tout. Mais vous avez d'autres propositions à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois. Bon, vous n'avez pas l'air d'y croire, hein. Ça ne va pas bouger. Hein, si. Pardon. Vous n'avez pas l'air d'y croire, ça ne va pas bouger là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aligne cette proposition sur le règlement de sécurité sociale. Donc, si vous voulez, c'est déjà un point de repère et nous verrons. C'est moi qui vais mener les négociations, donc je ne peux pas vous dire quel va être le terme des négociations. Ouais. Aujourd'hui, it's open. On suivra ça. Oui, juste un dernier point sur la directive et après on ouvre un peu le sujet. Sur la question de l'hébergement, il y a l'idée, je crois, d'un droit à l'hébergement collectif ou digne. Un droit qui est en référence au... C'est un point important. Bien qui respecte la dignité humaine. La dignité. C'est pas le cas aujourd'hui. Non. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans le texte? Bien sûr. Ce qu'il y a dans le texte, c'est que d'une part, l'hébergement ne doit pas être défalqué en termes de frais sur le salaire et que d'autre part, il doit respecter et les règles de dignité humaine et de salubrité, de santé et de salubrité qui doivent être tenues aux travailleurs. Et je suis très investie sur le respect de la santé au travail. Serge Pléchaud, vous entendez ça? Vous êtes belle parole, ou vous êtes sceptique, ou c'est bien, ou comment vous réagissez? On a des politiques ou des députés européens qui sont là pour essayer d'établir des règles. Mais tout le monde les contourne. C'est ça le fléau. Aujourd'hui, et la démonstration en est faite, on a plein d'exemples. Les salariés, souvent quand une entreprise, ils ont 8-10 salariés, ils préfèrent louer une maison, ça coûte 600 ou 700 euros par mois, et les gens sont stockés. Stockés, j'appuie le mot, dans une maison à 8, avec de la promiscuité, des hygiènes de vie. Oui, mais moi je dis... Oui, stop. Monsieur Pléchaud, je dis stop. Oui. Je dis stop. Et je dis au ministre du Travail de la France, faites votre boulot. Mais c'est bien. Vous êtes ensemble sur le sujet, là. Oui, là, il y a Malcolm Reed, vous travaillez ensemble. Mais bien sûr. Il faut faire le boulot ensemble et il faut pousser Est-ce que vous croyez que c'est les contrôleurs du travail, les inspecteurs du travail qui vont aller sur les lieux d'hébergement? Non, nous, on y va. Nous, pour rencontrer les salariés détachés, il n'y a que là qu'on peut y accéder. Tu sais, j'ai le dossier de Mme Malcolm Reed sur... Parce qu'on ne peut plus accéder sur les chantiers. Ils sont tous barricadés avec des gros bras devant. Enfin, la démonstration en est faite. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait du dernier débat, du débat entre les 11 candidats à la présidentielle et qu'on écoute en particulier sur le sujet des travailleurs détachés, François Fillon. Puis un dernier mot sur la directive sur les travailleurs détachés pour dire qu'il y a une solution qui consiste simplement à dire que les travailleurs qui viennent des autres pays européens peuvent venir travailler dans les autres pays, mais il faut que le coût du travail soit équivalent. Donc il faut payer des charges sociales.
au niveau des charges sociales de ce pays. Alors on m'explique que c'est pas possible parce que où vont aller. Et ce qui est Moi, extra, vos amis ont voté contre. Oui, mais moi, je vais me battre. Moi, je vais me battre. Attendez, vous voulez. Oui, je vais vous répondre. Terminer. Et donc, si on ne peut pas, il faut évidemment que les travailleurs qui vont payer ces charges sociales puissent en profiter. Donc, elles doivent être versées à un fonds européen qui va venir en aide aux pays les plus modestes, les plus pauvres de l'Union européenne. Mais en tout cas, interdire la libre circulation des travailleurs en Europe, ce serait une erreur. En revanche, vouloir que ces travailleurs aient un coût qui soit équivalent à ceux des travailleurs nationaux dans chaque pays, je pense que c'est la bonne solution pour sortir de cette difficulté. Ça ne sera pas simple, il faudra se battre, parce qu'il y a des pays européens qui ne sont pas d'accord, mais je suis convaincu qu'on peut y parvenir. Alors, on entend parler d'un fonds social européen qui va venir en aide aux pays les plus modestes de l'Union européenne, dit François Fillon. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas dans la directive. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est votre candidat. Bon, d'abord, Fonds social européen. Il existe un Fonds social européen qui est un fonds de cohésion, d'entrée dans l'emploi, Oui, de retour dans l'emploi. Ça, hein. Donc, c'est pas du tout ça. Oui. L'expression est très très malheureuse. Hein. Il a parlé d'un fonds européen de péréquation. Oui. Bon. Alors, moi je dis casse-cou. Encore. Je dis casse-cou. Mais oui, pourquoi ? Mais vous êtes droit dans Vérouotte quand même. Mais oui, pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Si les travailleurs détachés cotisent dans le pays d'accueil, qu'est-ce qui va se passer ? Cette cotisation, pour une semaine, 33 jours, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Pléchaud, va leur ouvrir les droits sur la sécurité sociale française, qui n'est elle-même pas en très très bonne santé et en équilibre financier. C'est votre analyse. Oui. Deuxièmement, les travailleurs détachés français qui travaillent en Roumanie ou en Pologne vont perdre leur sécurité, leur couverture sociale française pour gagner la couverture sociale roumaine, hongroise ou polonaise. Donc vous appelez votre candidat à retoquer un peu de mesure. Okay. Non, mais je vais lui expliquer quand il aura fini les meetings. Et puis le troisième point... Il sera en vacances bientôt. Et le troisième point, c'est que quand notre travailleur détaché, qui aura fait 15 jours en Italie, 3 semaines en Espagne, 8 jours aux Pays-Bas, va devoir collecter sa couverture sociale dans son pays d'origine pour toucher ses droits sociaux, je peux vous dire que reconstituer une carrière de travailleur détaché, je ne suis pas sûre que ce soit à l'avantage social du travailleur détaché. C'est pour ça que je vous le dis très paisiblement, mais pour ces 3 raisons, pensons bien à la bombe à retardement. Alors j'ai cru comprendre, vous, que vous étiez plutôt en faveur de cette histoire de fonds. Alors, nous, on emploie, effectivement, on revendique un fonds social, mais pas la même chose que porte M. Fillon. C'est-à-dire qu'un salarié détaché, quel que soit son pays d'émission, roumain, polonais, peu importe, qui vient travailler en France, comme il doit bénéficier des règles salariales, conventionnelles et du droit de travail français, son salaire, donc, on le connaît. Si on veut éviter le dumping social, il faut que les cotisations sociales soient payées dans le pays d'accueil, comme la France, et que la part cotisation sociale de son pays d'origine soit versée ensuite de la France. Et là, on évitera le dumping social. Et la couverture, elle est garantie. Mais vous savez, cette histoire... Là-dessus, qu'est-ce que vous prenez cette idée ou pas? Mais non, parce que... attendez, il y a quelque chose que vous oubliez. C'est qu'aujourd'hui, et vous avez une note du Trésor qui fait très bien le point là-dessus, jusqu'à 1,6% du SMIC, du salaire minimum, il n'y a pratiquement, grâce justement... Ah, Monsieur Fillon, ça s'appelle les allègements Fillon. Les allègements Fillon et Bien le CICE, Eh oui. il n'y a pas de différence. Donc, ce sont les mêmes qui ont proposé une péréquation
et qui aujourd'hui disent « Ah ben non, mais pour les écarts, etc. » Non, attendez. Reprenons les choses à la base. C'est un argument électoraliste uniquement dans la période. C'est un sujet... Alors, c'est bien de dire ça. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis quand même... Ça fait 1 an que je travaille sur la révision de la directive des travailleurs détachés. Je suis heureuse de cette campagne électorale présidentielle. Pourquoi? Parce qu'au moins, le sujet sort sur la table. Ils ne disent pas que des choses justes, ces messieurs et ces dames, mais au moins, on parle du sujet, et si on pouvait se mobiliser pour aller de l'avant et réguler le travail détaché, ça serait un grand pas en avant. Et comment fait-on quand c'est une collaboration tripartite, c'est-à-dire un salarié roumain, bulgare, qui a été embauché par une entreprise italienne, d'accord, et qui vient travailler en France? Super. Eh bien, comment fait-on? Voilà. Eh bien, je vais vous dire, c'est dans mon projet de directive. Super. Et en particulier, les agences d'intérim qui se font... Pas seulement. Mais pas Des seulement. entreprises. Et les entreprises qui se font un malin plaisir à brouiller les cartes à travers l'Europe. Le salarié d'un pays A, employé par l'Irlande, qui va ensuite aller travailler en Espagne. Alors moi, c'est très clair. Dans le projet de directive, et ça personne ne le conteste, c'est tout de suite le droit du pays d'accueil qui s'applique immédiatement. La législation sociale du pays d'accueil. Il n'y a pas, je veux Sur tous les éviter maillons, ouais. le jeu possible entre la législation sociale plus avantageuse ici ou là. C'est Monsieur le droit Bouygues doit être du ravi pays- d'entendre ça. Du pays. Vous auriez coulé d'accueil. son entreprise. Eh bien, écoutez, je suis pas sûre. Non, mais je ne suis pas pas contre sûre. ça. Alors, hein, je ne suis pas contre je ça, mais suis- c'est parce que- très bien. Parce que, vous savez où on en arrive? On en arrive à des travailleurs français qui sont employés sur ordre d'une agence d'intérim luxembourgeoise qui reviennent travailler en France. Travailleurs détachés, sous le droit luxembourgeois. Manque à gagner pour la France. Non mais attendez, ça c'est plus possible. Ce n'est pas la au misère qui niveau pousse ce salarié européen. français à faire ça. Il y a vous C'est la savez, fraude aux cotisations sociales. il y a la fraude aux cotisations sociales, mais il y a aussi la recherche de l'emploi. Il y a différents. Vous savez, il y a plusieurs différentes facteurs. choses, Il ne faut mais- pas schématiser les Alors, choses. s'il vous plaît, juste dans une dernière partie de l'entretien, je vais un peu casser l'ambiance parce qu'il faut quand même qu'on parle. Là, vous nous avez un peu expliqué, vous êtes plutôt d'accord sur pas mal de points de contenu dans cette directive. Mais si c'est je me parce trompe qu'on a pas. travaillé avec les Non, mais très bien. syndicats Et qu'on- très bien, européens. très bien, très bien. Et Juste, qu'on mais connaît le sujet. Voilà. il faut c'est ça. rentrer un peu, il faut accepter maintenant de rentrer un peu dans la cuisine européenne, Oui. parce que ce projet, il est à la base porté, avancé par la Commission européenne, c'est l'exécutif. Oui. Maintenant, il est en débat au Parlement européen Et au Conseil. et au en même Conseil temps. qui représente donc les États membres. Mhm. Et ensuite, il va y avoir, effectivement, il faut une majorité qualifiée, notamment au Conseil européen. Mhm. Et on sait bien que les équilibres européens, il y a une franche réticence de nombreux États à l'Est, Europe centrale orientale. Juste pour rappeler, il y avait eu notamment un carton jaune. Donc ils avaient essayé de bloquer À la le projet de Commission, à la Commission. directive l'an dernier. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et d'autres alliés. Pour l'instant, parce que là on a parlé de ces avancées, etc., le texte en l'état, ça a l'air très très compliqué d'avancer. C'est pas très encourageant. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez quelle est votre stratégie pour sortir ce attend le texte scoop. de... Oui, ou en tout cas essayer de comprendre la Non, stratégie je vais politique. simplement être très honnête avec vous pour vous dire comment je Allons-y. procède. Non, mais est-ce que vous êtes optimiste déjà là-dessus ou vous dites ça va être difficile? Alors, j'ai eu, il y a fort peu de temps, une réunion avec tous les porteurs de groupes politiques sur ce sujet. Et sur ce texte au Parlement européen, j'ai maintenant 500 amendements. Je dois vous dire que j'étais agréablement surprise
de n'avoir que 500 amendements. Sur un texte sur la politique agricole commune, il y a eu 3500 amendements. Et même sur le texte sur le dumping social, qui n'est pas un texte législatif, mais simplement un rapport d'initiative, il y en avait déjà plus de 700. Donc c'est vous dire que le projet de rapport tel que je le porte au Parlement avec ma collègue Agnès Jongerius, Qui est une social-démocrate. qui est une social-démocrate, donc c'est un texte PPE Néerlandaise, et social-démocrate, apporte déjà un certain nombre de réponses, mais on va aller à la clarification. Et ma question, elle est aussi au Conseil. Il y a toutes Alors, les capitales non mais je après. parle Il y a pas que d'abord le européen. Parlement. Oui, Non mais c'est important, le Parlement pour le Conseil, vous allez Alors, voir. allez-y. Et puis, donc là maintenant, je fais le tour de piste des différents rapporteurs des groupes politiques et je commence à voir les contours par lesquels je peux passer Alors, pour dites-nous, construire Sur quoi Qu'est-ce que vous allez lâcher? Il faut lâcher des choses quand même des pour les pays d'Europe centrale. majorités. Et je sais que sur la rémunération, il va falloir que j'apporte un certain nombre de clarté. Sur la durée, on va sans doute le jouer aux voix. Sur le double détachement, c'est-à-dire en fait ces travailleurs détachés qu'on véhicule à travers l'Europe, là il va y avoir un soutien très très large. Mon objectif... Un soutien pour faire quoi sur le double détachement? Pour le stopper, comme je L'interdire. viens de l'expliquer juste... tout à l'heure. Bon, donc on va avoir des choses qui commencent à prendre corps pour organiser l'actualisation de cette régulation. Donc vous, du juste travail là, vous nous détaché. dites, vous croyez à la majorité au Parlement européen? Alors, non. Moi, je ne crois rien a priori. D'accord. Mon travail, c'est de construire cette majorité. Bon, et Donc, mon calendrier, c'est le vote en commission au mois de juillet, le vote en plénière à l'automne. Mon objectif, c'est de faire un texte qui puisse avoir une majorité solide au Parlement européen. Parce que la partie la plus dure, c'est le Conseil. pour moi, elle ne va pas être d'aller décrocher le vote au Parlement européen, elle va être d'être forte dans les trilogues. Oui, alors les là, vous perdez tout le monde, c'est-à-dire donc ces réunions de négociation. Je ne perds pas tout le monde, c'est la négociation entre le Parlement et le Conseil, parce que... Et la Commission, qui est dans les négociations. Non, mais la Commission est là pour conseil, pour conseiller. Mais le texte qui sort du Conseil et le texte qui sort du Parlement, voilà, ils doivent être comme ça, bord à bord, avec les mêmes termes. Donc on doit se mettre d'accord. Et ça, ça s'appelle des trilogues. Alors, moi, je vais vous dire, j'adore négocier. D'accord. J'adore négocier. Okay, donc, moi, plus j'aurai qu'est-ce que vous de dites? majorité... Bon, peut-être que ça va déboucher sur un texte de compromis. Alors du coup, on est sur 2018, là, en termes de calendrier. Est-ce que, juste par rapport, qu'est-ce que vous dites? Il y a quand même beaucoup de ces pays d'Europe centrale et orientale qui... Je suis obligée de vous arrêter là-dessus, excusez-moi. On n'est pas sur 2018. Moi, je pense qu'on va pouvoir conclure sous présidence estonienne. C'est-à-dire fin d'année 2017. Moi, je veux me décoller au maximum d'une nouvelle période d'élection, parce que l'élection, c'est la mort des discussions objectives. D'accord. Donc, les élections européennes arriveront pour 2019. 2018, on va commencer les campagnes en tous ordres. Et donc, tout va être remis en question. Et donc, j'espère pouvoir, d'ici décembre 2017, conclure sur cette directive sous présidence estonienne. Et les Estoniens sont prêts. J'insiste là sur l'Europe centrale et orientale, c'est vraiment le point compliqué. Et eux, ils ont d'ailleurs leur défense. Ils ne veulent pas de cette nouvelle directive, en partie, certaines capitales. Et ils disent, mais déjà, appliquons la directive de 2014 dont on a parlé au début. Ils disent, mais de toute façon, les contrôles ne sont pas encore en place. Donc déjà, assurons-nous de voir les effets de cette directive de 2014 avant de se lancer dans autre chose. Ce que vous avez dit au début, ça va un peu dans leur sens tout de même. Sur le côté, à quoi bon se lancer dans un nouveau texte si c'est pas encore appliqué? Je commence à comprendre une chose. Les Polonais, aujourd'hui, ils sont sur leur propre territoire. Ils sont concurrencés par des salaires encore inférieurs aux salaires polonais.
arrivent des Ukrainiens, arrivent des Biélorusses, arrivent des Moldaves. Et vous savez, quand on cherche à faire les salaires les plus bas, on trouve toujours plus pauvres que soi qui acceptent des salaires plus bas. Puis un jour, ça sera les Pakistanais, ça sera... Ça va être etc. votre argument de négociation. Et avec, donc, vous êtes trop malin, vous. Et donc, on ne peut pas laisser l'Europe se construire sur un moins-disant social. Pour moi, cette directive, c'est le socle de l'Europe sociale. Et je pense que si nous avons fait une erreur au niveau européen, c'est de ne pas aller assez loin et assez vite sur la construction de l'Europe sociale. Serge Plégeot, quand vous entendez Vous tout ce terminez panorama très et bien. calendrier... Il fallait commencer par une Europe sociale, au moins un minima de base. Ça, c'était l'essentiel. On a mis une Europe de concurrence et capitalistique à outrance en marche. Voilà. Donc, Je défends l'Europe sociale. Si vous permettez, les 7 qui n'ont pas signé la mise en application. Les 7 capitales. Les 7 capitales. On sait qui c'est des pays de l'Est aujourd'hui. Alors effectivement, et vous avez raison de le dire, ils sont concurrencés maintenant chez eux par une main-d'œuvre encore moins chère. Preuve en est dans le réseau REDER que vous connaissez. Tout à fait. Réseau européen pour un détachement équitable et responsable. On a travaillé avec nos homologues roumains, bulgares, italiens, espagnols, portugais. Le constat est simple. En Roumanie, ils n'ont plus assez de salariés parce qu'au départ, l'appel d'air était pour environ 15 ou 30 000 salariés roumains. Aujourd'hui, il y en a 250 000 qui sont partis de leur pays. Ils n'ont plus personne pour travailler. Donc, ils sont concurrencés sur leur pays. Si ça, c'est l'argument que vous retenez et qui pourrait être partagé pour effectivement amener à un socle social de base, mais de bon niveau, parce que, voilà, pourquoi pas. Mais je vois que le chemin va être très long, parce que vous parlez de fin 2017, le temps qu'ensuite ça refasse le tour, parce que ça ne devient pas de l'application directe. Il faut que les pays l'adoptent, d'accord? Oui, mais la directive, elle existe. Elle doit être appliquée et intégrée dans le droit national. Et aucun candidat à la présidence de la République aujourd'hui peut vous dire « si j'aime pas ce texte, je ne l'appliquerai pas ». Parce que ça, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des candidats aujourd'hui qui disent voilà, il faut sortir de l'Europe, d'autres, il faut tout supprimer. Donc, je ne sais même pas si en France on sera en position commune, voilà, et volontaire d'aller plus loin. Donc, je suis inquiet. Et puis, ça peut prendre 10 ans et on aura tout cassé. C'est à nous de décider par le vote, par le vote à la présidentielle, de se choisir un avenir européen. Parce que, vous savez, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, si l'Europe n'existe pas, aucun des pays européens aujourd'hui qui siègent au G20 ne sera au G20 en 2050. Donc toutes les décisions mondiales sur l'environnement, sur le commerce, etc., seraient prises sans l'Allemagne, l'Italie, la France. Ça n'est pas possible. Il faut qu'Européens, ensemble, nous participions à ces grandes décisions mondiales. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise qu'on va évidemment poursuivre la couverture de ce sujet sur Mediapart dans les mois à venir. Et aussi à l'occasion de l'élection présidentielle, on publie une analyse très précise des positions de tous les candidats sur la question des détachés et qui peut servir de document un peu complémentaire au débat du jour. Merci encore à tous les deux et à bientôt sur Mediapart.